Le visiteur lambda voit la montagne, comment ne pas la voir? Il sait qu'elle l'entoure, mais ne s'y arrête pas. Il la traverse pour rejoindre l'Espagne en période estivale. L'hiver, il mange du blanc à foison et n'a en ligne de mire qu'un pauvre télésiège au creux de la vallée. Les Pyrénées méritent plus d'attention. Les Ariégeois ou les Béarnais vous le diront, ces hommes d'en haut ont appris à regarder la roche. En patois local, les mots affluent pour différencier un sommet de sa pente. Le cap, c'est le sommet pointu. Le capéran, la petite aiguille. Le tuc, l'éminence. Et le pen, la crête. La montagne est au cœur même de l'histoire. Elle influe sur l'organisation sociale, le commerce ou les modes de pensée. Les Pyrénéens ont le tempérament rugueux, le caractère fier. On raconte qu'en période d'invasion mort en pays ariégeois, les habitants des villages se réfugièrent dans la forêt à flanc de montagne. Dans la vallée de Betmal, ils laissèrent les morts s'installer dans les villages en préparant soigneusement une contre-attaque déjà moins attendue. La victoire retentit à travers les collines et il est dit qu'un villageois défila, deux cœurs sanglants piqués à la pointe de ses sabots, celui de sa fiancée et celui du mort qu'il avait séduite. Au Moyen-Âge, chaque colline était une république, chaque village un clan, une histoire, des coutumes différentes. Aujourd'hui, la région est unifiée, la rivalité voisine d'antan se retrouve le dimanche, sur les terrains de rugby, on talonne sec, mais on ne s'entretue plus. Partons de vallon en colline, pays des mythiques montreurs d'ours, découvrons les villages et les gens de l'Ariège. Situé au sud de la région Midi-Pyrénées, l'Ariège dévoile ses paysages magnifiques et ses villages perchés. Voyage entre les plaines qui courent jusqu'à Toulouse ou Carcassonne et les pics enneigés des Pyrénées, pas très loin de la frontière espagnole. Première étape à Camon, à l'est de Foix et de Mirepoix, village abbaye, cité médiévale, qui a conservé de cette époque un charme indéniable. Seconde étape, Castillon en Couserans. À 2 pas de Saint-Giron, le village se trouve au carrefour de 4 vallées. Ce week-end, Castillon organise un marché nocturne et termine par une course de vachettes, compétition entre les 4 vallées justement. Mais tout d'abord, direction l'est du département, destination Camon, 130 habitants seulement. Camon fait partie des plus beaux villages de France. Il s'est construit au fil des siècles, au pied d'une abbaye fortifiée de toute beauté. L'abbaye a été fondée en 923 pour le premier acte officiel, mais la légende voudrait que ce soit sous Charlemagne, qu'il y ait eu déjà une petite prévôté soumise à l'abbé Sulpice, qui était lui-même un prieur important de la région. Il y avait très peu de moines, puisque on atteste qu'il n'y a jamais eu plus de 12 religieux. Le fait qu'il y ait peu de religieux a entraîné donc une demande, si l'on peut dire, de main-d'œuvre. Donc il y a toute une communauté qui est venue se mettre au pied de l'abbaye et aider les religieux donc à exploiter la propriété qui était absolument immense. Puisque les possessions de l'abbaye de Camon rejoignaient pratiquement les possessions de l'abbaye de la Grasse qui, elle, se trouve dans l'Aude, et l'abbaye de Boulbonne qui, elle, se trouve aux portes de Toulouse. Au XVIe siècle, quand Philippe de Lévis est arrivé prieur de Camon, il a souhaité protéger ses habitants, et c'est là qu'est en réalité né vraiment le village, puisqu'il a fortifié, non seulement l'abbaye, mais il a entièrement fortifié le village. C'était une volonté de vouloir protéger les habitants et surtout donc ces personnes qui étaient vraiment venues travailler et habiter de façon conjointe avec les moines. Alors ça, c'était vraiment peut-être une des particularités également. Depuis sa création, l'abbaye a été modifiée à maintes reprises. Une partie peut se visiter, comme l'ancien réfectoire des moines. Visible aussi
ce superbe oratoire du XVIe siècle dont les fresques sont en cours de restauration. Le charme de Camon incite le visiteur à rester. Les jeunes aussi sont attachés à leur village, comme Cyril, 22 ans. C'est bon là, il n'y a rien? Rien? Là-bas dedans? Non. J'aime bien le village, la tranquillité. J'aime bien travailler seul déjà. Alors, j'arrive à travailler bien avec mon père, c'est tout, je m'entends avec lui. Mais après, les gens à l'extérieur, j'aime pas trop ça, quoi. J'aime bien être seul, quoi, dans la campagne. Et au début, j'ai commencé à faire un BEP tourneur-fraiseur. Et par la suite, j'ai fait un bac génie mécanique. Et mon père voulait que je reprenne l'entreprise, plus ou moins, quoi. Alors je me suis lancé là-dedans, quoi. Ça fait 4 générations. On fait ça, mon arrière-grand-père, depuis 1904. Alors, j'ai pensé de prendre la suite. Tu le tiens? Mon père cultive 140 hectares. Et il fait les semis, les labours chez des propriétaires. Et sur ses terres à lui aussi. Puis on fait des épandages, on épande les scories dans les prés. On travaille avec une coopérative. Ensuite, on fait des débroussaillages, de tout, quoi. Et les moissons, qui occupent une bonne partie de l'année, du mois de début juillet jusqu'à des fois décembre. Parce qu'il y a les céréales, ensuite le tournesol et le maïs. Il faut être sérieux, quoi. Et mon père l'a renommée, quoi, alors je vais essayer de la conserver. C'est surtout ça qui fait. Le travail bien fait. Quand on a de jolies récoltes qu'on a travaillées, quand le travail a été pénible et qu'à la fin on est récompensé, c'est agréable. Camon et ses 130 habitants est trop petit. La Poste a fermé son bureau. Aussitôt, la municipalité a réagi et signé une convention. Dorénavant, la salle de la mairie sert aussi de bureau de poste. Timbre, enveloppe, on peut même y retirer de l'argent. Et puis on ne s'ennuie pas. À la table voisine travaille la secrétaire de mairie. C'est important dans un petit village, une poste. Oui. Surtout ici, le commerce meurt. Bon, il y a cette dame qui est à la poste, ça nous rend des services, c'est juste à côté de la maison. Autrement, il faut faire 15 km, on n'ira pas de suite. Le commerce se meurt. L'épicerie, bon, il y en a une qui s'est ouverte, mais il n'y en avait plus pendant 3 ou 4 ans, c'est pareil. C'est une bonne chose. Il n'y a pas trop de visites parce qu'on n'est pas nombreux dans le village, mais fait le peu qui vient, ça ira service. La mairie qui héberge la Poste, une réalité pour le moins originale en France. Camon se bat avec opiniâtreté pour conserver ses habitants. Le temps presse, la municipalité en a conscience. La population est relativement âgée, comme dans tous les villages du milieu agricole. Et je pense que l'avenir, il est dans les jeunes. Et en gros, pour imager ça, on préfère investir dans l'école que dans le cimetière. On a 2 cartes à jouer pour sauver le village. La carte agricole qui est déjà quasiment remplie, puisqu'on a
3 agriculteurs en place qui exploitent la totalité des terres. Par contre, on voudrait jouer la carte du tourisme, donc le tourisme vert dans un village tranquille où les gens pourraient passer soit les vacances, soit travailler à l'année. On n'a pas 36 solutions pour essayer de maintenir ou de développer le village. Je crois que c'est la seule qui existe, enfin, du moins à nos yeux. Au niveau de mes collègues avec le conseil municipal, on a essayé de faire un peu le tour de la question et on s'est aperçu que c'était la seule qui s'offrait à nous. Des mesures concrètes comme l'exemption de taxes pour les entreprises ont été décidées. Résultat, un restaurant et une épicerie se sont installés. Au niveau de l'épicerie et du restaurant, c'est très important. Le restaurant, tout d'abord, parce qu'il permet à des touristes de passage ou à des gens du coin d'aller manger sur place et de redécouvrir le village après manger. Pour l'épicerie, c'est encore plus important pour nous, puisqu'on a bien des grandes surfaces qui sont à une distance d'une quinzaine de kilomètres. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un certain nombre de personnes âgées pour lesquelles un point de vente sur place est primordial. Et sans cela, certainement, qui finiraient dans des maisons de retraite ou autres. Si on les maintient encore en place dans le village, c'est un peu grâce, et même beaucoup grâce à cette épicerie, qui en fait est un point multivente, puisqu'on y retrouve un peu quasiment tous les produits dont ils ont besoin. Le boulanger arrive à environ à 7h moins le quart le matin et il m'apporte le pain. Donc après, moi, je vais chercher mon camion. Je prépare ma journée parce que je vais à tel endroit, donc il me faut telle et telle chose. Je pars vers les 8h, 8h30. Je passe 2-3 fois par semaine environ dans tous les villages. C'est important que le camion passe comme ça? Ah ben oui, parce qu'autrement on sera embêté parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de boulangerie, pas d'épicerie. On a besoin de l'alimentation, on a besoin de pain pour tous les jours. On prend de tout, hein. Quand on en a besoin, on prend ce qui nous manque. Hein. C'est pas simplement un dépannage, c'est régulier. On investit la première année et ensuite, bon, il faut savoir gérer tout doucement. Rentabilité, c'est difficile de parler c'est vrai que pour laisser un pain à 30 km, c'est pas. Mais enfin, c'est tout un ensemble, c'est toute une tournée. Il ne faut pas voir la personne qui achète pas grand-chose, bon, ben, parce qu'elle est toute seule, elle ne mange pas beaucoup, elle ne peut pas prendre pour s'en prendre de courses à chaque passage. Ça me plaît parce que, bon, en fait, on voit beaucoup de personnes. On rend service, c'est agréable, et puis c'est jamais, en fait, il y a toujours la même tournée, mais c'est jamais pareil. Alors, 44,30, ça vous fera. Alors, 44. On n'a rien oublié, hein. Alors, 44,30, 44,50, et 50, 45, et 5. Attendez, 44, 50, 50. 45, 5, 50. Moi, je n'avais pas décidé, j'avais jamais décidé d'être commerçante, pas du tout. Ça s'est décidé comme ça. Moi, je suis née à Camon. Et c'est vrai que bon, c'est le côté cœur, oui. Quittons Christiane et le petit village de Gamon. Direction l'ouest du département, Castillon-en-Couserans, 400 habitants. La région se fait plus montagneuse. Dans certains passages trop pentus, seuls les chevaux permettent le travail de la terre. Blotti sur une haute colline des contreforts des Pyrénées, passage obligé pour accéder à 4 vallées qui passent en Espagne, Castillon a été une place forte dès les premiers siècles de notre ère. La première installation, oui, date même avant l'époque romaine. Il y a des tribus qui sont arrivées ici. Et quand les Romains sont arrivés, ils ont appelé ces tribus qui vivaient ensemble, les conserrani, les gens qui vivent ensemble, le Couserans. Cette chapelle
donc a été construit vers peut-être le 10e, 11e siècle, agrandi au 12e, puis au 14e, et surélevé de créneaux au 16e siècle, probablement pour endiguer les Huguenots qui d'ailleurs ne sont jamais venus ici. Il y a 2 églises parce que ce canton qui est très étendu, qui compte 26 communes, mais qui compte très peu d'habitants, avait à l'époque une population très importante. Castillon était un bourg, il y avait des bourgeois, une bourgeoisie très influente, et la chapelle castrale était essentiellement trop petite. Déjà, il l'avait agrandie au XIVe siècle, mais il a fallu reconstruire une seconde église, qui n'est pas celle qui existe actuellement. Elle a été encore démolie parce qu'elle était trop petite, et au XIXe siècle, ils ont construit une très grande église qui maintenant est beaucoup trop grande pour les fidèles, et ils avaient vu très grand, à tel point que quand ils ont eu construit la nef, ils n'avaient plus d'argent pour construire le clocher. C'est pour ça qu'il n'y a pas de clocher à l'église paroissiale de Castillon. Autour de Castillon, la montagne recèle des trésors. L'or descend entraîné par les torrents pour le plus grand plaisir des orpailleurs, ces chercheurs d'or des temps modernes. En France, ils sont encore une dizaine à vivre de leur prospection. Avec un copain, c'est mon copain qui avait trouvé une grotte aurifère, et on était dans cette grotte, on a récupéré des sables et on a cru qu'on allait devenir riche en récoltant cet or, quoi. Et en définitive, il y avait très très peu d'or. Mais je crois que c'est à partir de là que j'ai eu le virus. Et puis depuis l'année dernière, en fait, ils nous ont autorisé de travailler avec des machines à condition d'être professionnels, de ne pas utiliser du mercure et de remettre la rivière en place. Et donc je me suis mis professionnel. Je trouve à peu près 200-300 grammes d'or par an. Je les transforme en bijoux, parce qu'au poids, bien entendu, je ne pourrais pas en vivre, quoi. Et principalement sur les plages, comme vous voyez ici, là, sur les plages, ils s'accumulent. On va le trouver plus en aval. Vous avez l'amont. Quand il y a une crue, si ça doit se déplacer, les paillettes vont venir, elles vont passer derrière ce rocher et venir se mettre à l'abri des courants, là, derrière. C'est dans le fond, là, qu'il y en a. Je le sens, là. Et là, je vais trouver l'or là-dedans, dans cet agglomérat là. Pas chercher dans les sables fins, choses comme ça, faut pas chercher, vous n'en trouverez pas. Faut chercher là où il y a cette consistance là, un petit peu de grosses pierres, etc. Tout le monde peut trouver de l'or. Un enfant de 7 ans, il y a quelques années, j'aurais appris un gosse du pays là, qui a 7 ans, il a trouvé de l'or. Et des papilles de 90 ans qui vont trouver de l'or aussi, quoi. Moi, je fais un petit peu mal au dos, mais le principe, il est simple. Le principe du chapeau chinois, c'est un vieil instrument, on appelait ça une gressane avant. Et je pense que les orpailleurs se sont servis depuis des temps immémoriaux. Le principe est tout simple, dans ce cône, vous remplissez de sable et l'or étant lourd, en secouant concentré, il va chercher à descendre et ce qui est léger va remonter. Et donc on va chasser entre guillemets les sables fins jusqu'à temps d'arriver à la fin d'un bâté, au fond de bâté où on va trouver les quelques paillettes d'or. Retour à Castillon, la fête se prépare. Au programme, marché nocturne et intervillage. Tranquillement, les commerçants installent leur stand. Et là, qui retrouve-t-on? Notre chercheur d'or.
On a lancé un marché nocturne ici pour faire une animation dans le village. En période d'été, nous avons beaucoup de touristes. Ces touristes, bon, le soir, ils flânent, il fait beau, il a fait chaud la journée, ils sortent à la fraîche. On essaie, dans la mesure du possible, de leur faire une petite distraction, de les animer, de leur faire connaître la région et puis de leur faire connaître les produits du terroir, de leur présenter nos artisans, nos artistes, nos travailleurs sur bois, nos ardoisiers et faire connaître un peu plus la région. C'est parti, le marché commence. À l'animation, René. Des chapeaux très jolis. Madame, venez voir madame ici. Je crois que vous aurez un chapeau, ça vous irait bien. Alors le micro ne marche plus bien, donc je vais le laisser tranquille et je continue quand même. Alors voilà, je suis là maintenant devant un stand de fleurs. Je suis devant un stand de fleurs là. Alors regardez, vous avez du blé, vous avez un peu de tout là. C'est une fabrication maison. L'animation continue, visite des artisans et commerçants. Dans la région, la fabrication de sabots est une tradition. Il faut d'abord trouver le bois en forêt. Ensuite, il faut le porter, ce qui n'est pas facile parce que c'est très très lourd. Ensuite, il faut le tailler, le débiter, puis le tailler à la scie et ensuite le faire au parloir. Là, c'est la finition, mais il y a l'ébauche qui se fait au parloir. Pour une grosse paire, il faut environ 2 journées. Au 9e siècle, il me semble, les Maures avaient envahi la vallée de Ben-Mal et le chef mort s'était amouraché d'une Ben-Malaise parce que les Ben-Malaises étaient très jolies. Alors, cette Ben-Malaise fréquentait un Ben-Malais là-haut. Le Ben-Malais l'a pas pris comme ça. Il a taillé une paire de sabots à longue pointe. Ensuite, avec les gens du village, ils sont allés attaquer le chef mort. Et il a tué le chef mort et la Ben-Malaise. Et ensuite, il a mis le cœur du mort et de la Ben-Malaise au bout des pointes de ses sabots et ils sont défilés dans le village, d'après la légende. Eh bien oui, mon micro ne marche presque plus, la pile est cuite, donc je le laisse. Je le laisse maintenant. C'est joli, c'est vous qui les faites? C'est pas moi, c'est mon mari. Et c'est de la vraie ardoise? Allez, bonne nuit. Oui, vous les faites en quoi? Ce sont des ardoises qu'on ramasse, des ardoises qui sont très très vieilles, très abîmées, de façon à ce qu'on puisse bien en faire des lamelles très très fines, qu'on puisse les couper et tailler à la lime. Il y a un petit peu de toutes les granges de la vallée de l'Ariège. On est venus. Certains étals sont pliés. Marc bavarde avec les derniers clients. La soirée touche à sa fin. Et bien là, vous avez la feuille d'or, 22 carats. Et là, vous avez les paillettes et pépites de la rivière. On passait des journées à tamiser le sable et on pensait trouver de l'or et c'était du mica. Ah ouais, d'accord. Pardon. Ah oula! Quelques pas de castagne, une danse traditionnelle pour clôturer le marché nocturne. Sur le terrain de rugby, les vachettes attendent les concurrents. Place à l'intervillage. Tout Castillon est rassemblé. Quatre équipes de 6 personnes représentent les 4 vallées qui arrosent le village et se battent pour le titre. Des concurrents souvent bousculés par la star de la soirée. I'm getting tired of being